Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Son Excellence, Madame Leïla Abdoulayeva, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France. Plusieurs dirigeants israéliens, Madame l'ambassadrice, se sont rendus ces dernières semaines en Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères d'abord, Eli Cohen, à la fin du mois d'avril, puis le président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, il y a maintenant une dizaine de jours. Les deux ont mis en avant, je cite, les défis stratégiques régionaux communs entre les deux pays, en particulier la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Très précisément, sur quoi portent, Madame l'ambassadrice, les convergences stratégiques donc entre Jérusalem et Bakou? Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité dans votre studio. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment un dynamisme récemment dans nos relations bilatérales entre Azerbaïdjan et Israël. En mois de mars, vous savez que l'Azerbaïdjan a ouvert son ambassade en Israël et notre ministre des Affaires étrangères a visité Tel Aviv. Après, c'était Eli Cohen, monsieur le ministre israélien, qui a visité notre capitale. Et récemment, c'était le président israélien qu'il a fait son visite officielle en Azerbaïdjan. Entre les deux pays, il y a vraiment des liens stratégiques. Israël, c'est un pays ami de l'Azerbaïdjan. Il y a des liens historiques et il y a vraiment du respect entre les deux peuples. Ce sont vraiment des éléments très, très importants qui lient les deux côtés. Il faut rappeler que les relations entre les deux pays ont été établies en 1992. Voilà, l'Israël était un des premiers pays à connaître l'indépendance de l'Azerbaïdjan au début de 1990. Et après, on a créé de coopération. Il y a dans tous les domaines, on a des coopérations bilatérales qui continuent à développer. Et bien sûr que les dernières visites ont joué un rôle positif pour développer davantage ces liens qui existent entre les deux pays. Avant d'y revenir dans le détail, le président Herzog a également mis en avant lors de cette visite la présence historique d'une communauté juive locale. Combien de juifs vivent aujourd'hui à Bakou? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs synagogues? Oui, est-ce que vous savez qu'en Azerbaïdjan, on a 7 synagogues? 7? Oui. Non, je ne le savais Même pas. le synagogue qu'on a ouvert en 2003, c'est l'un des plus grands synagogues de l'Europe. On a même école juive en Azerbaïdjan. À Bakou également? Oui, à Bakou aussi. Et bien sûr que la communauté israélienne, je peux vous dire, il y a 3 groupes distincts juifs en Azerbaïdjan. Le plus ancien, c'est le groupe des juifs de montagne, qui sont venus pendant des siècles. C'est 7e siècle, on dit que le premier groupe, le plus ancien, qui sont venus en Azerbaïdjan. Deuxième, c'est le groupe des juifs Ashkénazis, qui sont venus plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et troisième groupe, ce sont juifs géorgiens, qui est venu particulièrement à Bakou, capitale Bakou, au début du XXe siècle. Et concernant les chiffres de la communauté juive en Azerbaïdjan, ce sont 10 milliers, je ne peux pas dire exactement, mais c'est plus que 30 000 juifs en Azerbaïdjan, oui. Alors les relations diplomatiques, je le disais, entre Israël et l'Azerbaïdjan ont été établies en 1992. Au cœur de cette relation, il y a bien sûr l'Iran, avec lequel vous partagez une frontière. L'Iran dont le programme nucléaire militaire inquiète au plus haut point, notamment à Jérusalem. Nous n'aiderons pas Israël à attaquer l'Iran, a prévenu en mai dernier le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Fariz Rezaïev, dans un entretien qu'il a accordé au journal israélien Maariv. Autrement dit, Madame l'ambassadrice, pour prendre un exemple très concret pour nos éditeurs, les aéroports azéris ne pourraient pas être utilisés en cas d'attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens. Est-ce que veulent dire ces déclarations, par exemple? Oui, bien sûr. Juste être clair, nos relations avec Israël, nos liens forts, ce ne sont pas contre des parties tiers. C'est juste pour vous dire que nous ne développons pas les relations entre les deux pays, juste pour montrer la force à quelqu'un d'autre. C'est juste un intérêt commun qu'on partage entre les deux pays. C'est une vision stratégique qu'on partage, vision stratégique de la paix. Ce sont les mots du président Herzog exactement qui a dit à Bakou. Et bien sûr que nous n'allons pas autoriser aucun État d'utiliser notre territoire sol souverain pour attaquer les tiers parties.
Alors, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, dont je parlais tout à l'heure, a expliqué depuis Bakou à la fin du mois d'avril qu'Israël, je le cite, partageait avec l'Azerbaïdjan la même compréhension de la menace, c'est le terme qu'il a employé, de la menace iranienne. On sait que les relations entre Bakou et Téhéran sont tendues, en particulier ces derniers mois, depuis l'attentat qui a visé le 27 janvier dernier votre ambassade en Iran, une attaque qui a coûté la vie à un agent de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'Azerbaïdjan partage cette idée, Madame l'ambassadrice, de la même compréhension de la menace israélienne, au-delà de la menace iranienne, au-delà de la question de la paix Vous savez, la géographie que l'Azerbaïdjan se trouve est très très sensible. L'Azerbaïdjan a été entouré avec les grands empires à l'histoire et dans notre voisinage, il y a toujours des grands pays au nord, au sud, à l'ouest. À l'est, c'est mer Caspien, Asie centrale, c'est-à-dire c'est vraiment un carrefour de l'Orient et l'Occident et bien sûr qu'il y a beaucoup de développement. Et donc vous veillez à votre indépendance au milieu de ces... Et c'est notre fierté que dans cette géographie très très compliquée, Azerbaïdjan continue toujours à avoir une politique extérieure et intérieure indépendante. Et concernant la menace et les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, vous avez bien remarqué que l'Iran, c'est notre pays voisin du Sud. On a presque 700 kilomètres de frontières entre les deux pays. Et récemment, normalement, on a de bonnes relations de coopération avec tous les pays voisins. Récemment, au mois de février, on avait une attaque à Téhéran contre notre ambassade, au résultat de laquelle un personnel de sécurité a été tué, 2 gravement blessés. Azerbaïdjan a décidé d'évacuer tous les diplomates de Téhéran. Et on a aussi vu dernièrement des déclarations plutôt biaisées contre l'Azerbaïdjan par des officiels iraniens qu'on n'a pas compris vraiment quels sont des buts, quelles sont des raisons pour ces déclarations. L'Iran aussi récemment a lancé un exercice militaire à la frontière. Avec l'Azerbaïdjan. Et on dit, Madame l'ambassadrice, que Téhéran s'inquiéterait du projet du président Aliyev d'ouvrir le corridor de Zangezur en tant que voie de transit entre Bakou, la Turquie et Moscou. Pourquoi ce projet vous semble aujourd'hui particulièrement important? En fait, c'est très très important parce qu'on parle ici d'un couloir, d'une route qui va lier des pays de la région. En fait, l'ouverture de cette voie de communication qui va lier l'Azerbaïdjan par Arménie avec son région autonome Nakhichevan et après ça va continuer vers les pays d'Occident. En fait, ce projet c'est vraiment dans l'intérêt de tous les pays parce que c'est aussi dans l'intérêt de l'Iran, dans l'intérêt de l'Arménie, dans l'intérêt de la Russie, de l'Azerbaïdjan, de Turquie, parce que tout va gagner de l'ouverture de cette voie de communication. C'est vraiment une route qui va lier les marchés de l'Asie, les marchés orientaux avec les marchés de l'Europe, marché occidental. Et bien sûr, on essaie toujours d'avoir des résultats concrets sur l'ouverture de cette voie de communication. Et juste pour vous dire, c'est un paragraphe qui est dans la déclaration tripartite signée par 3 pays, dirigeants de 3 pays, Azerbaïdjan, Arménie et Russie, à la fin de la guerre de libération, novembre 2020. C'est-à-dire, par cette déclaration, tous les 3 pays, ils ont mis d'accord d'ouvrir ces routes de communication. Mais malheureusement, on n'a pas de résultats, des négociations continuent toujours. On va y revenir tout à l'heure. Revenons sur Israël d'abord, si vous le permettez, Madame l'ambassadrice. Bien sûr. La coopération entre Jérusalem et Bakou connaît également un volet économique. En 2022, le commerce entre les deux États aurait augmenté de 85% par rapport à l'année précédente. Une centaine d'entreprises israéliennes sont actives en Azerbaïdjan. Quels sont les secteurs économiques les plus dynamiques dans cette relation bilatérale? En fait, je peux dire qu'il y a vraiment dans tous les domaines, on a des coopérations qui se développent chaque jour. Concrètement, dire les domaines, ce sont les domaines économiques, ce sont les domaines humanitaires, éducation, culturelle. Tous ces domaines sont vraiment en développement. Récemment, les 2 présidents, ils ont parlé des nouveaux sphères, des nouveaux domaines comme
haute technologie, cybersécurité. Alors j'allais justement tourisme, y venir voilà. sur la cyber, parce que c'est un élément extrêmement important et dynamique de cette coopération entre les deux États. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le Parlement israélien, Oui. le député Yuli Edelstein, était justement à Bakou. Oui, tout En à début fait. de semaine, il a notamment visité le centre de cybersécurité du Technion, qu'on connaît bien ici dans la capitale azérie. Le cyber, c'est vraiment un élément que vous comptez développer dans cette relation avec Israël? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, la sphère de cybersécurité, c'est un élément très, très important de sécurité nationale de chaque pays. Et pour nous, c'est ça. Et bien sûr, le but de l'Azerbaïdjan, c'est d'apprendre l'expérience, l'expertise d'Israël dans ce domaine qui est très, très développé. Et bien sûr, le centre que vous avez bien mentionné, le but, la mission de ce centre, de faire l'échange de l'expertise entre les deux pays. Pourquoi Israël plutôt que d'autres grandes puissances technologiques? À cause de l'expérience, l'expertise plus développée. Mais aussi parce que vous partagez des intérêts communs sur le plan de la sécurité? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, j'ai fait la référence des mots de président Herzog, que pour nous, nous partageons une vision stratégique pour la paix. Alors, ce partenariat stratégique que vous évoquez a notamment pour traduction une relation commerciale très dense également en matière militaire. On parlait du cyber à l'instant. Entre 60 et 70% des importations de défense de Bakou proviendraient des industries israéliennes. Il s'agit notamment de la vente de drones de type IAI Arop qui ont été utilisés dans le conflit dans le Haut-Karabakh. Raconte qu'un accord militaire plus global, bilatéral d'un montant de 1,4 milliard de dollars a été conclu en 2012, il y a maintenant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui explique la confiance que porte l'Azerbaïdjan aux industries israéliennes et quels sont les projets qui pourraient être développés à l'avenir en matière de coopération militaire? Je dis qu'on a vraiment coopération dans toutes les sphères et coopération militaire est l'un de ces sphères. Oui, Azerbaïdjan a très bien relation avec l'Israël dans la sphère militaire. Vous avez bien mentionné l'export, l'import qu'on a pour le moment, plutôt l'achat des drones et des hautes technologies de la part de l'Israël. Pour nous, si vous posez la question pourquoi Israël... Et pourquoi notamment les drones israéliens? On parle beaucoup des drones turcs, par exemple, dans le cadre du conflit. En fait, ce n'était pas seulement Israël qu'on avait coopération. Vous avez bien mentionné la guerre de libération de 2020. À l'époque, et même aujourd'hui, on continue toujours avec des autres États aussi, à avoir cette coopération, je peux dire, des autres États aussi. Ce n'est pas seulement Israël, mais avec l'Israël, je veux souligner qu'on vraiment bénéficie d'une coopération mutuelle entre les deux pays, et y compris en sphère militaire. On a pu lire également qu'Israël était très intéressé par l'agriculture azérie et l'importation de blé local. Israël fournira d'ailleurs des technologies agricoles à Bakou. Au regard des tensions sur le marché agricole, on suit ça de près, notamment pour ses conséquences sur l'inflation. C'est quelque chose là aussi qui pourrait être développé pour faire de Bakou une place importante en matière d'exportation céréalière. En fait, les deux dirigeants, récemment, pendant la visite du président israélien, ils ont dit exactement entre les sphères qu'on a l'intention de développer davantage nos relations, c'est la sphère de l'agriculture. Et concernant les plans, moi, je suis certain que ici, le président, il a aussi parlé de l'irrigation et agriculture. C'est juste pour augmenter la productivité de nos aliments agricoles. Et ici aussi, on espère que l'expertise d'Israël, c'est un des meilleurs dans le monde entier. On veut bien utiliser l'expertise, la technologie israélienne pour, comme j'ai dit, augmenter la qualité, augmenter la productivité de nos produits agricoles. Et on voit bien qu'on assiste là à l'un des effets de la recomposition géopolitique en cours avec ses effets macroéconomiques. On a parlé de blé, des céréales, on peut parler évidemment également de l'énergie, du gaz, du pétrole dans cette relation. Environ un tiers des importations israéliennes d'or noir proviennent aujourd'hui de votre pays. Au regard des tensions sur le marché liées en particulier à la guerre en Ukraine et des sanctions qui ont visé la Russie,
est-ce que l'Azerbaïdjan pourrait accroître encore dans les mois à venir l'exportation de pétrole vers Israël? On sait que ces derniers mois, notamment, je pense à une visite d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a essayé de vendre cette idée, en tout cas d'envisager une augmentation des ventes de pétrole vers Israël. C'est envisageable de votre côté? En fait, juste avant de répondre concrètement à votre question, je veux juste souligner que l'Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est un pays partenaire fiable de l'Europe aux sphères énergétiques. On a un accord sur partenariat avec l'Europe, on dit un accord stratégique qu'on a développé déjà plus avant, mais après que la guerre a commencé, l'Union européenne a demandé d'augmenter, redoubler augmentation de 30% jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça a augmenté depuis. Mais on parle même 50%, redoubler l'approvisionnement du gaz vers le marché européen. Si on parle aujourd'hui l'export de 10 milliards cubes mètres de gaz, alors d'ici 2027, ça va être 20 milliards. Concernant Israël, vous savez que Azerbaïdjan, c'est un pays important fournisseur de pétrole pour l'Israël. Et pour l'énergie verte, vous avez tout à fait raison. Ce qui est très important de souligner, aujourd'hui, Azerbaïdjan est considéré un des pays avec un grand potentiel pour l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie verte. Et même l'accord qu'on a signé avec l'Europe l'année dernière, on parlait là-bas déjà d'Azerbaïdjan, un pays qui peut devenir exporteur d'énergie verte vers l'Europe. Bien sûr, ici, on parle aussi d'un rôle de l'Azerbaïdjan à l'avenir comme un pays fournisseur de l'énergie verte, plutôt à l'envers d'Israël aussi. Donc autrement dit, Madame l'ambassadrice, malgré certaines critiques sur les droits de l'homme en Azerbaïdjan, malgré aussi les critiques sur la situation dans le Haut-Karabakh et le conflit qui vous oppose à l'Arménie, vous considérez que la question énergétique peut être un élément qui permettrait de rapprocher les positions de Bakou et de l'Union européenne? Juste pour être sûr, Azerbaïdjan a regagné l'indépendance après la chute de l'URSS, mais premier État démocratie parlementaire en Azerbaïdjan a été créée en 1918. Et en 1918, l'État qu'on a créé, l'État démocratique d'Azerbaïdjan, c'était la première démocratie parlementaire de l'Orient musulman. On a regagné notre indépendance en 1991 et après, bien sûr, on est devenu les membres de beaucoup d'institutions, organisations internationales, y compris les institutions institutionnalisées aux droits de l'homme, démocratie, par exemple le Conseil de l'Europe. C'est-à-dire, Azerbaïdjan, c'est un pays qui a pris les engagements sur les questions de droits de l'homme, démocratie et des autres, c'est le pays qui a pris les engagements. Mais ça n'empêche pas les critiques européennes. Personne nous a forcé de le prendre. Et bien sûr, personne aujourd'hui n'est pas parfaite démocratie. Mais l'Azerbaïdjan, c'est un pays jeune, démocratique. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a été, dès la première journée, nous avons été obligés d'être part d'un conflit à cause de l'agression de l'Arménie, occupation de 20% de nos territoires. Mais en même temps, la stratégie de l'Azerbaïdjan était, à l'époque, développer 80% de pays pour regagner 20% qui étaient à l'époque sous l'occupation militaire. Et c'était à l'époque-là, au début de 1990, qu'on a créé ce partenariat avec l'Europe, avec l'Occident, aux sphères énergétiques, qui développe, qui se continue toujours. Et sur la continuation de partenariat avec l'Azerbaïdjan, avec les pays d'Occident, c'est une stratégie pour nous d'avoir des bonnes relations de coopération avec tout le pays, tout le monde, même après la guerre de libération, on est en train de normalisation de nos relations avec pays voisins, l'Arménie. Alors justement, on y vient maintenant, Madame l'ambassadrice. On se trouve dans une période de très grande activité diplomatique autour de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, puisque des discussions ont lieu depuis plusieurs semaines et plusieurs mois autour de l'avenir du Haut-Karabakh en particulier. Le Haut-Karabakh, c'est une enclave qui est reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais, mais qui est peuplée majoritairement d'Arméniens. Elle a été le théâtre d'une guerre en 2020. Où en sont ces discussions aujourd'hui? Pour commencer à répondre, Karabakh, c'est une région qui fait partie intégrante de la République d'Azerbaïdjan. Oui, à l'époque soviétique, c'était territoire
autonome, oblast autonome de Haut-Karabakh, mais après qu'un Azerbaïdjan a gagné l'indépendance, en même temps c'était l'Arménie aussi qui a gagné l'indépendance après la chute de l'URSS, l'Arménie a occupé 20% de territoire, y compris l'ancien Haut-Karabakh, région autonome, et des régions autour. Mais après la guerre de 2020, Azerbaïdjan a libéré ses territoires et Karabakh est devenu partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Alors justement, je voudrais vous faire réagir à des déclarations tenues il y a quelques semaines maintenant, à la fin du mois, par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. L'Arménie est prête à reconnaître l'enclave du Haut-Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan si Bakou garantit en échange la sécurité de sa population d'origine arménienne. Quelle garantie votre pays, Madame l'ambassadrice, est prêt à accorder sur ce dossier et cette demande? Oui, c'est la déclaration de la part du Premier ministre arménien, mais je sais que je suis sûre que vous êtes au courant que récemment, les dirigeants se sont vus en mois de mai à Bruxelles, parce qu'après la guerre, il y a un processus de négociation, on dit un format de Bruxelles, qui continue toujours. Et les deux dirigeants, ils sont confirmés leur attachement à l'intégrité territoriale, respectivement, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire l'Arménie, intégrité territoriale de 29,800 km², l'Azerbaïdjan 86,600 km². Ils se sont reconnus l'intégrité territoriale. Et même plus, ce que vous avez dit, Premier ministre Pachinian, il a dit que pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris la région de Karabakh. En échange de garantie. Garantie, c'est-à-dire c'est la constitution de l'Azerbaïdjan qui garantit tous les droits à tous les citoyens de l'Azerbaïdjan, y compris les citoyens de l'Azerbaïdjan d'origine arménienne. Nous voyons les Arméniens qui habitent dans la région de Karabakh comme citoyens azerbaïdjanais. Et bien sûr, la loi supérieure de l'Azerbaïdjan, constitution, va garantir tous les droits aux citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne. Alors, sur ce dossier, je voudrais qu'on dise un mot maintenant sur la relation que vous entretenez avec la France. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue fin avril à Bakou, à Erevan, s'engager avec détermination sur la voie de la paix. Cela impose, dit la ministre, de renoncer à l'usage de la force ou à la menace de l'usage de la force. C'est ce qu'elle a déclaré lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. C'était, il faut bien le souligner, la première visite d'une ministre des Affaires ou d'un ministre des Affaires étrangères français à Bakou depuis 6 ans. Est-ce que vous estimez, Madame l'ambassadrice, que Paris pourrait jouer un rôle de médiateur entre l'Arménie et vous? Merci pour cette question. Oui, Madame Colonna a récemment visité l'Azerbaïdjan, vous avez bien dit, après 6 ans. C'était vraiment un signal positif. Tout d'abord, pour développer des relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est pas secret que derniers mois, on avait des relations plutôt tendues entre les deux pays. Si vous posez la question pourquoi, je peux dire qu'on a vu que la position de la France, après la guerre de libération de 2020, a changé. Alors, on avait la France qui a déclaré ouvertement que la France est un pays ami de l'Arménie. Alors, la question a été posée par l'Azerbaïdjan. Comment un pays qui déclare publiquement que nous sommes amis de l'Arménie, nous sommes à côté de l'Arménie, peut jouer un rôle intermédiaire entre les deux? Mais la France continue toujours à soutenir le processus de la paix, le processus de normalisation des relations entre deux pays. Et vous, comme je dis, président Charles Michel de l'Union européenne, il a pris l'initiative d'être intermédiaire. Et c'est déjà plus de 2 ans qu'on a un format de Bruxelles qui continue. Récemment, on avait un dynamisme dans le processus de rapprochement, de normalisation des relations. Et pour nous, nous voulons dire que l'Azerbaïdjan, après la guerre, il a présenté les principes de base sur lesquels le traité de paix doit être se baser. Mais on voit bien, Madame l'ambassadrice, qu'il y a des points de crispation encore entre Paris et Bakou. Catherine Colonna, lors de cette visite, a déploré que votre pays a installé de manière unilatérale en décembre dernier un contrôle à l'entrée du corridor de Latchine, un corridor qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Son homologue azerbaïdjanais, Bayramov, a reproché en retour à la diplomatie française de ne pas être intervenue auprès de l'Arménie pour apaiser également de son côté les tensions. Est-ce que vous regrettez parfois une forme de 2 poids, 2 mesures de la diplomatie française ?
On parle toujours on regrette qu'il y a des doubles standards de temps en temps de politique extérieure de certains États. Mais concernant la route de Latchine, je veux juste être clair qu'ici on parle d'une route qui lie l'Arménie à la région de Karabakh. Et l'accord tripartite qu'on a signé il y a 2 ans, il y a un paragraphe qui parlait des garanties, d'avoir des garanties de sécurité pour cette route par Azerbaïdjan. Mais dans la route, il y a des forces gardeurs de la paix russes, toujours. Mais en plus, on a vu que les dernières années, cette route a été utilisée par l'Arménie pour envoyer des mines terrestres en Azerbaïdjan, d'envoyer des forces armées en territoire sol souverain azerbaïdjanais. Et en plus, cette route a été utilisée illégalement par les citoyens des autres pays. Récemment, on a trouvé plus de 20 citoyens iraniens qui ont passé par cette route pour venir à Khankendi, la ville azerbaïdjanaise à Karabakh. C'est-à-dire, c'était vraiment des faits et usage illégal de cette route par l'Arménie. Et voilà pourquoi l'Azerbaïdjan a commencé un dialogue pour arrêter cet usage illégal de cette route. Et à la fin, Azerbaïdjan a installé un checkpoint frontalier. Et c'est toujours dans notre sol souverain. Et bien sûr que c'est le droit de chaque pays d'avoir un contrôle frontalier. Alors, vous parliez des pourparlers de paix en cours. Dernier exemple en date soit organisé jeudi dernier en Moldavie, en marge du sommet de la communauté politique européenne. Et le porte-parole du ministère azéri des Affaires étrangères a déclaré, je le cite, que les déclarations faites par la France à l'issue de cette réunion n'étaient que des commentaires unilatéraux du président Emmanuel Macron et qu'elles ne reflétaient pas la position réelle du moment. Il a ajouté, malheureusement, ce n'est pas la première fois que la France se comporte de cette manière et ce n'est pas positif pour le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ni pour la paix et la stabilité dans la région. Emmanuel Macron avait notamment appelé les parties prenantes de ne pas se laisser aller à une rhétorique hostile. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ces déclarations du président de la République ? En général, vous savez qu'après la réunion de Chisinau, le président Charles Michel, il a parlé au nom de tous les participants de cette réunion avec une déclaration. C'est-à-dire qu'il a déjà parlé des détails sur lesquels on a parlé dans cette réunion. Et après, c'était Palais d'Élysée qui ont présenté leur presse. Avec un communiqué de la présidence. Communiqué de la presse de présidence. Et là-bas, il y avait déjà des paragraphes qui parlaient toujours d'une région qui n'existe pas. Par exemple, cette phrase de Haut-Karabakh. Je répète toujours, il n'y a pas Haut-Karabakh aujourd'hui. C'est Haut-Karabakh qui existait à l'époque soviétique comme une région autonome de Haut-Karabakh. Aujourd'hui, c'est une région Karabakh qui fait partie du territoire azerbaïdjanais. Donc, il n'est pas autonome de votre point de vue ? Bien sûr que non. C'est-à-dire c'est une région Karabakh de l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas aucune autonomie ou bien des autres statuts qu'on essaie d'avoir. Et après, on parlait de garantie de population arménienne dans la région de Karabakh, mais on a toujours à déclarer plusieurs fois que la constitution de l'Azerbaïdjan garantit tous les droits à tous les citoyens, y compris les citoyens d'origine arménienne. Concernant le rôle de la France, bien sûr, je veux juste dire quelques mots ici parce que on comprend que la France est un pays ami de l'Arménie et nous respectons ça, c'est normal parce que ici on a une forte présence d'un diaspora arménien. Mais ce que nous disons, l'amitié qui existe entre la France et l'Arménie, ça ne doit pas alimenter l'hostilité contre l'Azerbaïdjan. Et le rôle de diaspora arménien en France aussi, c'est une chose que doit parler peut-être. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, diaspora arménien ici en France, on ne soutient pas les efforts de normalisation qui sont menés par Premier ministre Pachinian. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai vu que le même jour, il y a quelques jours, il y avait des manifestations organisées par diaspora arménien ici en France qui se sont parlés contre les efforts de la paix que deux côtés, pour le moment, essaient d'avoir à la fin. C'est-à-dire il faut absolument qu'ils
qu'il n'exacerbe pas les sentiments nationaux arméniens. Ça, il faut absolument qu'ils comprennent bien leur rôle pour soutenir la normalisation des relations entre les deux. Parce qu'il faut bien diverser, il faut bien avoir la différence, distinguer entre les deux choses. La position de l'Arménie et la position de diaspora arménienne ici en France. Vous voulez dire que la diaspora arménienne est plus maximaliste dans ses ambitions, ses demandes que le gouvernement d'Erevan ? Absolument pas maximaliste, c'est-à-dire il soutient aujourd'hui séparatisme agressif des Arméniens au sol souverain de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire quoi? Il exacerbe vraiment les sentiments nationalistes arméniens. Mais on voit aujourd'hui, au moins les déclarations que le Premier ministre Pachinian a fait, il a reconnu, c'est-à-dire l'Arménie a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris la région de Karabakh. Mais de l'autre côté, on voit des déclarations des diasporas arméniens qui sont contre ces normalisations. Ça, c'est très dangereux. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci à vous. Leïla Abdoulayeva d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan en France. Votre interview est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et sur la page YouTube.